C'est la tendance dans le Sahel. Dès que s'installe un régime putschiste, sa première cible, ce sont les bases militaires occidentales. Au Mali et au Burkina Faso, les soldats français de l'opération Barkhane ont dû se retirer sous une pluie d'accusations de complicité avec les groupes terroristes. Idem au Niger, où l'armée américaine achève d'ici le 15 septembre prochain son retrait de sa base d'Agadez. Mais comment comprendre la persistance des attaques terroristes qui connaissent d'ailleurs une recrudescence inquiétante? Une fois de plus, Jean-Richard Nguessan, journaliste et analyste politique, Nando Dapa, journaliste et patron de l'Union des patrons de presse en ligne de Côte d'Ivoire, ainsi que David Bedia, patron du groupe Canal Ivoire, sont avec nous pour analyser cette actualité. Merci de nous rejoindre. Merci. Merci. Alors tout de suite, le micro-trottoir avant de revenir sur le plateau pour entamer les débats. Bon, si vous voyez le plan des attaques, que les Occidentaux sont partis, puis il y a toujours des attaques. C'est qu'autour d'eux-mêmes, là, il doit y avoir des complicités entre eux-mêmes qui font ce genre d'attaques-là. Bah, vous ne pouvez pas dire que vous êtes armés et puis chaque fois il y a des attaques, Retour donc sur le plateau. Alors j'entame avec vous David Bedia. On le constate depuis quelques mois, sinon même depuis plusieurs années, donc depuis 2021, plus précisément depuis l'irruption au pouvoir de Assimi Goïta au Mali. La situation sécuritaire ne connaît guère une amélioration. Au contraire, chaque jour, ce sont des dizaines de personnes qui sont victimes des attaques terroristes dans chacun des 3 pays membres de ce que l'on doit qualifier aujourd'hui de confédération de l'AES. Est-ce que cela vous surprend malgré tout ce qui a été dit, toutes les mesures qui ont été prises pour freiner cette tendance? Merci Raymond. Non, il ne faut pas voir la chose sous cet angle. Je pense que ces groupes terroristes qui sèment la terreur dans le Sahel, on peut essayer de le comprendre car depuis la crise même en Libye, vous voyez que c'est depuis la mort du guide libyen et on a dit plusieurs fois que l'OTAN qui a aidé à installer un régime en Libye n'a pas réussi véritablement à canaliser ces troupes-là pour créer un État. Et depuis lors, il y a eu cette velléité de menace dans le Sahel qui fait beaucoup de morts. C'est vrai, tu l'as dit dans ton intro, il y a eu les autorités des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont demandé le retrait des troupes occidentales, françaises et américaines, voilà, de leur pays, parce que c'était certainement pour eux, moi je ne pense pas qu'ils les accusaient d'être instigateurs, non, mais quand même, quand vous avez des puissances militaires sur votre territoire face à des terroristes et ça dure, il n'y a pas d'amélioration, mais il y a lieu de s'interroger. C'est pourquoi ils ont dit, bon d'accord, si vous ne pouvez rien faire, mais il est mieux de partir pour que nous, on puisse faire face à cela. C'est vrai que les rapports de force entre les terroristes et même les armées locales, vraiment, il faut dire que ces terroristes sont très puissants, ils sont vraiment armés, on ne sait pas d'où ça vient, on verra sur ce sujet tout à l'heure, mais ils sont vraiment puissants et puis on ne maîtrise pas, c'est difficile de pouvoir maîtriser un peu leur position et tout ça. Donc c'est vrai que celui qui vient au pouvoir, surtout dans un contexte marqué par des renversements de pouvoir, quand il vient avec un objectif, une ambition bien précise en disant, bon d'accord, je me donne tel nombre d'années pour le faire, mais est-ce qu'on peut le réussir? C'est vrai, l'homme propose, on le dit, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Après Jean-Richard Nguessan, allez-y. Je veux, avant de réagir, rectifier un fait par rapport aux propos du frère Bedia. Il faut souligner que les ponts de ces différents régimes ont accusé frontalement la France et les États-Unis d'être ces différentes nations qui arment les terroristes. Ils l'ont dit et tout le monde le sait. Et aujourd'hui, ces différents partenaires militaires, que ce soit les Français ou les Américains, sont partis. Et on constate malheureusement pour ces différents pays que
les attaques se multiplient. Au Burkina Faso, Djibo, Nouaka, Toukari, Patiaga, Mansilla, plus récemment, des camps militaires sont attaqués, les populations sont attaquées, et à cela s'ajoutent des villages qui sont attaqués. Pareil qu'au Niger, le Niger qui est un pays enclavé, et le premier détachement américain arrivé au Niger, c'était en 2013. Ensuite, il y a le plus grand camp de drones au Niger, notamment à Agadez. Et ce camp-là a contribué fortement à détruire plusieurs camps au niveau des islamistes. Et aujourd'hui, le régime nigérien, le régime du général Tchiani, demande aux militaires américains de partir. Pour être remplacés dans la même base par des troupes russes. C'est forcément un manque à gagner pour le Niger en termes de sécurité. C'est vrai que je ne dénie pas la Russie, sa puissance militaire. Mais n'empêche que les États-Unis connaissent bien la région pour s'y être implantés depuis une dizaine d'années. Ils savent comment opèrent ces groupes terroristes. Et demander aujourd'hui aux Américains de quitter le Niger parce qu'on veut asseoir son pouvoir, eh bien c'est dommage. Et moi je dirais tout simplement que si ces attaques persistent, c'est tout simplement le fait de ces différents régimes qui ont dit en venant qu'en 3 mois, ils allaient rétablir la sécurité et des années plus tard, on constate malheureusement qu'il y a l'insécurité dans ces différents pays. Alors, Nando Dapa, il faut préciser que que tout récemment, les populations de la province de Nyanya au Burkina Faso ont manifesté pour crier leur indignation face à l'insécurité persistante dans leur région. Et cela se passe pratiquement sur l'ensemble du territoire burkinabé. Les attaques sont récurrentes. On a l'impression que malgré tout l'armement que montre ou qu'affiche la propagande étatique, il n'y a pas de résultats probants sur le terrain face à des djihadistes qui visiblement n'ont pas la même capacité offensive. Oui, mais il faut dire que il faut d'abord chercher la cause de ces groupes terroristes en Afrique, surtout dans les pays sahélo-sahéliens. On se souvient que depuis d'abord la crise algérienne, la guerre d'Algérie, c'est là le terrorisme a commencé. Et les acteurs se sont déversés au Mali. Par le moyen du salafisme. Tout à fait, en utilisant les populations locales. Et ensuite, comme le confrère l'a dit tout à l'heure, avec la chute du guide libyen Mohamed Kadhafi, ce terrorisme s'est intensifié. Alors, moi, je me pose souvent la question, quelle est cette nébuleuse qu'on n'arrive pas à circonscrire? On a vu le cas de Boko Haram qui ont pris en otage des jeunes filles, même les États-Unis, même l'ONU, ils n'ont pas pu mettre fin à cela. Et puis, en faisant la réflexion, on se pose la question, mais pourquoi c'est dans les pays sahélo-sahéliens que ce terrorisme se vit? Quand ils ont essayé de venir en Côte d'Ivoire, ils ont été circonscrits à Bassam. Pourquoi les pays... Même dans le nord du pays également, avec au niveau de la Comoé, il y a bien sûr. Pourquoi les pays, des pays en végétation forestière ne connaissent pas ce genre de choses? Mais finalement, j'ai fini par conclure que l'espace sahélien est un espace propice au terrorisme. Peut-être parce que, figurez-vous, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. Et les frontières sont poreuses. Et donc, c'est un problème à la fois de gouvernance, un problème de sécurité et un problème de trafic à outrance. Plus de 3 millions de kilomètres carrés. Plus de 3 millions de kilomètres carrés. Et donc, ce sont des trafiquants qui opèrent à côté des terroristes. Donc, vous comprenez que ce phénomène ne peut pas prendre fin tant que véritablement on n'arrive pas à trouver une solution pour encadrer tout ce grand espace. La preuve, des grandes puissances comme la France, des grandes puissances comme les États-Unis ont essayé, mais ils n'ont pas pu arrêter. Ils n'ont pas pu arrêter. La France a échoué avec l'opération Barkhane. Les États-Unis ont échoué. La Russie vient d'arriver. Depuis quand même quelque temps, la Russie est là. Ça fait 3 ans. Avec Wagner. Ça fait plus de 3 ans. Il n'y a pas d'issue encore. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de solution. Ça se détériore. Donc, au contraire. Donc, ça veut dire que c'est un problème à prendre à bras le corps par les Nations Unies, par l'ONU. Alors justement, il faudrait se poser la question, David Bedia l'a évoqué dans son intervention, de la source d'armement de ces terroristes.
On a longtemps accusé les Occidentaux. Ce qu'on constate, c'est que ceux qui attaquent dans les vidéos de propagande qui nous est donné de regarder, ils n'ont pas d'armement occidental, plutôt des armements russes qui sont bon marché ou des armements récupérés sur le théâtre des opérations auprès des armées nationales. C'est ce qu'on constate sur le terrain. Ils viennent généralement moto, par des moyens très archaïques, hein, avec des kalachnikovs et autres qui ne sont pas des armements occidentaux. Alors là, c'est vrai aussi qu'il faut souligner que derrière ces différents groupes-là, notamment le GSP ici en Algérie et tout ça, qui ont été les véritables parrains de la prolifération du salafisme dans notre sous-région, il y a des puissances du Moyen-Orient. Hein, on parle des États du Golfe, notamment on parle du Qatar, qui financerait les groupes salafistes. David Bedia, selon vous, comment comprendre qu'on n'arrive toujours pas à arrêter le flux de réarmement de ces groupes-là? Ben, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que quand on voit tous ces morts, on a envie de dire il faut peut-être chercher à savoir qui arme. Tu as parlé tout à l'heure des armes qu'ils utilisent. Vous savez, les armes, moi, David Bedia, je ne peux pas me lever pour aller acheter une arme. On me demandera pourquoi. Je ne suis pas un État, je ne représente pas un État, je ne me promène pas avec beaucoup d'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un protocole pour pouvoir acheter des armes. Les armes qui sont prises sur les rebelles, d'où elles viennent. Tu as dit tout à l'heure, je t'attribue sur tes propos, que ces armes sont d'origine russe. Les Kalachnikov notamment. Mais ces armes, même si elles sont d'origine russe, mais ces armes d'origine russe, même on les trouve en France, on les trouve aux États-Unis. Donc, qui vend ces armes? Si on mène une enquête, on peut savoir d'où les armes viennent. Qui arme ces personnes? Donc, je pense que c'est une question délicate, mais en fait, je veux dire qu'il faut qu'on cherche à savoir qui les arme. Il y a des réseaux de trafic d'armes dans la sous-région depuis les années 90 avec les guerres civiles. Mais justement, ce sont ces réseaux-là qu'il faut chercher. Qui servent de source de financement. Ce sont ces réseaux-là qu'il faut chercher à démanteler. Et je pense que c'est très important parce qu'on ne peut pas offrir des armes à des gens qui ne sont pas des militaires. Or, quand celui qui n'est pas militaire... Tout le monde se procure des armes. Voilà. Mais justement, c'est ce qui n'est pas bien et c'est ce qu'il faut chercher plutôt à éradiquer. C'est pourquoi tout à l'heure, dans l'émission que nous avions fait la dernière fois sur les rapports CEDEAO-AES, j'ai dit que la CEDEAO n'a pas été efficace dans son approche dans cette crise. Parce qu'elle devait mener véritablement une enquête pour savoir qui sont ceux qui sont d'abord derrière, qui sont ces personnes et qui les arme. Si la CEDEAO a les moyens de pouvoir aller jusque-là. Jean-Charles, il y a un fait qui est assez clair, le secteur de l'armement, quoi qu'on dise, est assez florissant. Ça fait plus de 30 ans, depuis la guerre civile au Libéria, en Sierra Leone, c'est un secteur que la CEDEAO tente de juguler le phénomène, mais c'est très compliqué. Ah oui, parce que le secteur est florissant, et puis on sait tous ici que les grands vendeurs d'armes sont les pays occidentaux, et puis la Russie, qui vivent du trafic d'armes. Est-ce que dans nos différentes nations, il n'y a pas des échanges avec quelques trafiquants, moyennant des ressources minières? Il y a, comme le frère Bedia l'a dit, c'est un problème qu'il faut... Aujourd'hui, il y a cette nécessité-là de s'asseoir et de réfléchir véritablement. Et je pense que les Nations Unies doivent récupérer cette affaire de terrorisme au niveau du Sahel pour se poser les vraies questions. D'où viennent les armes? Qui arment ces différentes personnes? D'où est-ce qu'ils viennent? C'est à partir de ces différentes conclusions, je pense, que nos différentes nations, surtout les États du Sahel, pourront véritablement sortir de cette situation de terrorisme. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin? Parce qu'on sait que ces groupes que l'on a, qui pullulent dans la sous-région ouest africaine, ont des ramifications avec l'État islamique, par exemple, au Moyen-Orient, avec Al-Qaïda, avec d'autres groupes similaires, et ces groupes-là qui sont adossés à des puissances du Moyen-Orient, du Golfe, dont le Qatar, qui protège, on peut le dire, de façon assez claire, les intérêts salafistes. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas conjuguer toutes ces réflexions-là? C'est une piste, mais on ne peut pas être
sûr à 100%, puisque nous sommes, vous savez que... C'est clair qu'ils ont des ramifications, c'est clair. On a vu beaucoup Haram au Nigeria qui s'est affilié à l'État islamique, ainsi de suite. L'industrie même le du génie terrorisme, qui s'est affilié à d'autres mouvements terroristes. L'industrie du terrorisme, il faut le dire, il est rentable dans une certaine mesure. Il y a des personnes qui en profitent. Et donc, il y a des gens même qu'on ne soupçonne pas, on ne peut même pas les soupçonner, comme on pourrait dire, on peut leur donner le paradis sans confession, qui sont à la base de cette affaire. Mais il faut chercher à vraiment les retrouver. Alors vous poursuivez Jean-Richard Nguessan. Et l'un des problèmes du terrorisme, quoi qu'on dise, reste la pauvreté de nos différents États, surtout dans cette zone où on sait que les populations sont très pauvres, il y a cette nécessité de survivre au quotidien. Et lorsque ces personnes viennent, ces terroristes viennent, ils viennent avec de l'argent, ils proposent du travail, et ces personnes se laissent séduire parce que nos États ont failli plus ou moins dans l'insertion professionnelle de la jeunesse. La vulnérabilité sociale des populations. Et c'est un problème qu'il faut se poser. Et puis dans le nord du Burkina Faso, le nord du Mali, il se pose aussi ce problème d'accès à l'eau potable, ce problème d'accès aux soins de santé. Et ces terroristes apportent une sorte de solution à ces différentes populations. En plus du message religieux qu'ils véhiculent. Et ces différentes populations se laissent draguer assez facilement par ces vendeurs d'illusions. Oui, en clair, le marché du terrorisme est un marché fertile, un vaste marché où on y trouve tout. On y trouve tout. Que ce soit le marché de l'armement, le marché de la drogue, le marché du sexe. Du sexe. Voilà. Et tout se passe. Tout s'y passe. Et donc, on fait toutes sortes d'échanges. Et puis, des partenaires en profitent. Les gens utilisent, comme Jean-Charles l'a dit, la pauvreté de la population pour recruter le maximum des jeunes et les armer pour pouvoir atteindre des objectifs. Et donc, quand j'ai parlé du problème de gouvernance tout à l'heure, il va sans dire qu'un gouvernement seul ne peut pas arriver à bout du terrorisme dans son pays. Et c'est pour cela, même des groupes de pays tels que la CEDEAO peuvent faire. Il faut l'ONU. Il faut les Nations Unies qui se mettent ensemble pour décréter véritablement, prendre une décision drastique pour aller contre ce terrorisme. Sinon, on n'y parviendra pas à circonscrire ce phénomène. Ce n'est pas possible. Pour aborder dans le même sens que lui, c'est pourquoi nous condamnons la mise sur pied de l'AES, cette volonté de sortie de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le terrorisme est une nébuleuse qui tire sa source dans plusieurs pays, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et aujourd'hui, le Bénin souffre du terrorisme, que ce soit le Nigeria. Il appartient à nos États de se mettre ensemble, de collaborer, non seulement sur le plan sécuritaire, mais nos services de renseignement se doivent de collaborer ensemble pour venir à bout de ce terrorisme. Et lorsque 3 États décident de se retirer de cette volonté manifeste de la CEDEAO de se mettre ensemble et de combattre le terrorisme, il va sans dire que forcément il y aura des problèmes. Et pour rebondir justement sur ce que vous dites, là on a par exemple au Burkina Faso le capitaine Traoré qui s'empare du pouvoir le 30 septembre 2022, si ma mémoire est bonne, et qui promet un règlement de situation. Il était homme de terrain, il faut le préciser, d'après ce qu'il avance. Alors, il vient au pouvoir, il promet qu'au bout de 3 mois, après étude du terrain, après avoir été sur le terrain pendant des années, donc depuis 2015, où la première attaque terroriste a eu lieu au Burkina Faso, donc en août 2015, il nous dit qu'au bout de 3 mois, il met fin à la crise sécuritaire. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on y est. La situation s'est aggravée, elle s'est détériorée davantage. Idem au Mali, idem au Niger, où c'est très compliqué. Est-ce que ces régimes-là n'ont pas failli quelque part? 1 minute, rapidement, chacun. Allez-y. On va dire qu'ils ont failli, mais ça, c'est naturel. C'est de bonne guerre. Ce sont des arguments que chaque putschiste utilise pour justifier son acte. C'est tout. Sinon, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas arriver à bout du terrorisme dans leur pays. Et puis, aujourd'hui, là où la France a échoué, là où les États-Unis ont échoué, mais ce n'est pas un simple militaire qui va réussir.
Donc comprenez, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, tous ces putschistes-là ont utilisé des arguments fallacieux pour prendre le pouvoir et pour pouvoir gouverner. Mais ils n'y parviendront pas. Ils n'arriveront pas à bout du terrorisme dans leur pays. Ce n'est pas possible. David Bedia. Comme tu l'as dit, je sens que vous avez envie de Ibrahim Traoré était un homme de terrain. Il était sur le théâtre des opérations. S'il a quitté le théâtre des opérations pour venir prendre la magistrature suprême, c'est parce qu'il a vu certainement des choses sur le terrain. Vous voyez, celui qui vient attaquer vient avec une stratégie. Lui, il étudie la position de l'adversaire. Pendant que toi, tu as ta position, tu es assis. Et il vient, il cherche à contenir ta position pour t'attaquer. Donc, c'est à toi maintenant de chercher sa position. Or, on sait aussi que les terroristes, ils ont une stratégie qu'ils utilisent, c'est de se faufiler parmi les populations. Alors, quand ils sont parmi les populations, une armée régulière, une armée consciente ne peut pas tirer parce qu'il y a des terroristes là et tuer en même temps des civils. Ce n'est pas possible. Finalement, qui leur donne des renseignements? À qui? Aux terroristes. Mais justement, c'est une très bonne question. Qui leur donne des renseignements? On sait très bien que les forces extérieures étaient là. Et c'est pourquoi je m'interroge sur les raisons pour lesquelles ces trois chefs d'État ont demandé le retrait de ces forces. Est-ce qu'ils n'ont pas eu des éléments, est-ce qu'ils n'ont pas eu des informations selon lesquelles ce sont ces forces-là qui donnent les positions? Vous savez bien qu'on peut partir de certaines expériences ailleurs pour pouvoir comprendre aussi ce qui se passe chez nous. Vous comprenez? Nous, en Côte d'Ivoire, ici, on a entendu une affaire de libération de Bouaké. Non, attendez, on va faire sortir nos ressortissants. On sait ce que ça a donné. Donc, vous voyez que c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire, mais écoute, est-ce que les gens qui sont avec nous sont vraiment sincères? Est-ce qu'ils sont vraiment avec nous? Alors, Jean-Richard Nguessan, justement, parce que là, ce que David évoque, c'est assez intéressant. Voilà des gens qui ont accusé la France et autres de fournir des renseignements stratégiques aux groupes terroristes. La France est partie, les États-Unis sont partis. Aujourd'hui, ils accusent les éléments infiltrés. On a vu tout récemment une vidéo macabre de soldats maliens en train d'éventrer un civil Touareg quelque part. La vidéo a créé un véritable scandale. On parle d'exactions sur des civils qui seraient des complices des groupes armés. Finalement, c'est la France, les États-Unis, ou ce sont les moins infiltrés? Il faut dire qu'une chose est certaine, la situation reste critique, que ce soit au Mali, au Burkina ou encore au Niger. On ne va pas dénier à ces trois pouvoirs des victoires, même si ces victoires-là se comptent au bout des doigts. Et ce qui est dommage et qu'on voit très souvent, c'est les exactions. Et c'est le changement de discours. Vous avez pris l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré lorsqu'il arrivait au pouvoir. Il a dit qu'il allait apporter la sécurité au bout de 3 mois. Et il a échoué. C'est un fait. Il a échoué parce qu'il y a chaque jour, lorsqu'on suit les informations, les différentes dépêches, même si le pouvoir burkinabé, même si le pouvoir burkinabé reste assez silencieux sur un certain nombre de faits, il y a un fait, c'est qu'il y a l'insécurité au Burkina Faso et que le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré a échoué. Et c'est pourquoi il nous est donné de voir très souvent le changement de discours. Aujourd'hui, on parle de panafricanisme, on accuse la France, on parle de monnaie, on accuse la Côte d'Ivoire, on essaie de détourner le peuple et les populations de l'essentiel. Il faut servir quelque chose aux populations. Et ce que le général trouve à faire, ce qu'il trouve à servir aux populations, c'est être dans les attaques, des attaques inutiles. On va justement terminer avec ce chapitre-là en quelques minutes, puisque nous sommes presque quasiment au terme de notre temps d'antenne. Parlons des accusations récurrentes. Là, on a entendu le président putschiste burkinabé invoquer une complicité ou la présence en Côte d'Ivoire de base de déstabilisation. Il a également accusé le Bénin. Même si, enfin,
Jusqu'à présent, ces différents gouvernements attendent les preuves, les éléments de preuve qui peuvent les confondre. Alors là, aujourd'hui, on accuse la France, on accuse la Côte d'Ivoire, on accuse le Bénin. Quelle est votre lecture justement de ces débordements-là? Oui, moi je crois que quand on vient au pouvoir avec des arguments et que les arguments qu'on avait brandis pour convaincre la population, ces arguments ne tiennent plus parce qu'on a échoué, il faut chercher d'autres arguments. Même ici en Côte d'Ivoire, à un moment donné, on avait entendu qu'il y avait des gens qui s'entraînaient au Burkina, ils vont venir attaquer la Côte d'Ivoire et finalement, c'est des Ivoiriens eux-mêmes qui se sont attaqués. On a accusé la France de piller les ressources minières au Burkina Faso et donc pour cela, il faut chasser les soldats français. Aujourd'hui, on trouve d'autres boucs émissaires. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin qui constitue des bases arrières pour attaquer le Burkina. Mais diantre, on n'en finira pas. Quand vous connaissez où se trouvent les gens qui s'entraînent, mais pourquoi ne pas aller les identifier? Pourquoi ne pas interpeller la communauté internationale avec les preuves à l'appui au lieu de lancer des discours à l'envolée? Donc moi, je pense que ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Je pense que le capitaine Traoré aura à gagner, à chercher à trouver des solutions à la crise qui sévit dans son pays, à trouver une solution aux groupes terroristes qui menacent le pays et qui font d'énormes victimes. Il a du mal à trouver les solutions. C'est pourquoi il a du mal à trouver les solutions. C'est pourquoi il fait diversion. Aujourd'hui, l'idéologie, je l'ai dit dans l'émission précédente, de ces putschistes, c'est le panafricanisme, le souverainisme, cette affaire d'anticolonialisme. Lorsqu'ils venaient au pouvoir, ce n'est pas ce qu'ils ont servi à la population. Ils ont accusé les pouvoirs en place d'insécurité, de corruption, et qu'ils allaient rétablir la sécurité dans leurs différents pays. 2 ans après, pour le Burkina Faso, on ne voit rien. 4 ans après, avec le colonel Assimi Goïta, on ne voit rien. Au Niger, le général Tchani a promis monts et merveilles aux populations, mais pour l'heure, on ne voit rien. Et pour faire diversion, fait déjà 1 an, oui, préciser. Pour faire diversion, on parle de panafricanisme, les Français ont fait ceci, les Américains ont fait cela, les Français sont à la base de tous nos problèmes. Je ne crois pas que les Français sont présents dans l'administration au niveau du Burkina, au niveau du Niger pour être à la base de la corruption. Je ne crois pas que les Français soient dans les différents ministères pour être à la base de la pauvreté qu'il y a au Burkina. Je ne crois pas que les Français sont à la base des problèmes de santé qu'il y a au Burkina Faso. De la mauvaise gouvernance, de la mauvaise financière. On ne va pas tout le temps accuser la France. Très bien. Il faut à un moment essayer de regarder en nous-mêmes et voir ce qui ne va pas. Malheureusement, on a quasiment fini, mais David Bedia, parlant de la question de la pauvreté, je veux dire que dernièrement, la Banque mondiale a fait un rapport en Côte d'Ivoire. Le taux d'insécurité alimentaire est passé de 100 000 personnes à 1 million en l'espace de 2 ans. Donc, ce n'est pas seulement au Burkina ou au Mali qu'il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté partout. Bon, même voilà. si je vais dire que nous sommes par rapport à cette question d'accusation, c'est tombé comme un coup de massue parce que je suis ivoirien et un président d'un pays frère accuse mon gouvernement d'entretenir une base terroriste pour pouvoir les déstabiliser. Je pense que c'est très grave. C'est très grave et pour ma part, le gouvernement ivoirien devrait réagir. Même s'ils n'ont pas donné. Bien sûr, il faut réagir mais il faut démentir. Il faut nous dire, est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Puisque l'accusateur, il nous promet des preuves. On attend bien sûr, mais avant les preuves, on peut réagir. On peut réagir avant. On laisse le monsieur venir avec ses preuves. On peut réagir avant les preuves parce que nous sommes l'État. L'État n'appartient pas au RHDP. L'État appartient aux Ivoiriens. Vous êtes en train de gérer. Quand vous finissez de gérer, d'autres personnes viendront gérer. Donc, c'est-à-dire que quand on nous attaque, imagine-toi, nous partons tous dans les pays africains. Imagine-toi que moi j'arrive, par exemple, dans un pays de l'AES et on dit c'est un Ivoirien. C'est eux-là, les déstabilisateurs. Tu vois ce que ça va faire? Tu vois ce que ça fait? Donc, je vais dire, mais justement, quand on t'accuse,
il faut te défendre. Moi, je m'intrigue et contre le mutisme de notre gouvernement. Je trouve ça pas bien. Maintenant, je vais finir. Très rapidement. Je me suis réjoui dans ce discours que le président Ibé ait reconnu qu'à un moment donné, le Burkina Faso a été une base aérienne pour déstabiliser d'autres pays. Il n'a peut-être pas cité la Côte d'Ivoire, mais c'est de la Côte d'Ivoire qui parle. Parce qu'effectivement, le Burkina Faso a été une base aérienne pour déstabiliser notre pays. Vous comprenez? Et il a dit, mais ce qu'on vit aujourd'hui, le terrorisme, mais c'est ce qu'on a fait quand on est en train de vivre. Okay. En tout cas, voilà. C'est le putschiste qui craint que son régime soit renversé. Celui qui a renversé, qui craint qu'on lui renverse également. C'est ce qu'on peut retenir finalement comme morale à l'issue de ce débat, enfin de votre intervention en tout cas. C'est donc terminé pour ce numéro de Devoir de vérité. Merci à vous de nous avoir suivis. Et ce fut un plaisir de rester avec vous durant tout ce temps. On se dit au revoir et à prochainement.